Mais est-ce qu'ils ont, et je m'adresse à vous cette fois-ci, Pierre-Henri Chuet, vous êtes ancien pilote de chasse dans l'aéronaval, ils ont les pilotes? Ils ont la logistique pour les Rafales, ou il va falloir fournir tout ça aussi? Alors justement, c'est là où c'est intéressant, c'est la manière dont on reconstruit une armée, c'est malheureusement en 2 temps. C'est-à-dire que vous avez le temps immédiat, ce que l'on voit avec les annonces au niveau du drone, mais ce qui manquait ces 3 dernières années, c'est une certaine vision, une capacité de se projeter, sachant que dès qu'on va toucher à l'arme aérienne, on est sur du temps long, que ce soit en construction de la machine, ou encore pire, ce qu'on voit bien sur la photo, on a un jeune aspirant, on a également un 4 gallons. Le temps pour former un pilote apte à maîtriser un avion comme le Rafale, c'est 8 à 10 années. Et donc, on est vraiment sur un temps long et il faut anticiper cette montée en compétences si on souhaite avoir aux commandes un pilote apte à vraiment utiliser le spectre des missions. Donc, ça ne sera pas utilisé pour cette guerre-là. Enfin, espérons que dans 5 ou 10 ans, le conflit sera terminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'armée, la manière dont elle va piloter son plan RH, elle doit réfléchir à la suite. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a des vieux avions anciennement soviétiques qui sont très utilisés, très sollicités. On a des avions d'occasion ou des fins d'avions, comme par exemple les Mirage 2000 français, qui sont sur la fin de leur potentiel. Et il faut anticiper la fin de ces cellules pour pouvoir donner du nouveau matériel. Et c'est cette logique-là qu'on est en train de voir, pour une fois, une projection dans le futur plutôt qu'une réaction constante. Et la Russie est très bien équipée ? La Russie est quand même de mieux en mieux équipée et très bien équipée à l'heure actuelle, légèrement mieux équipée que ce que sont les Ukrainiens. Donc avec ça, on serait bien. Mais encore une fois, dans une projection à 10 ans, il faut voir ce que la Russie mettra en place. Parce que c'est un message qu'on envoie aussi. On envoie le message que la paix n'est pas pour demain. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, le président le dit dans sa conférence de presse. Il dit que cette vision sur 10 ans, elle porte sur la défense de l'Ukraine une fois cette guerre terminée. Et par ailleurs, elle envoie un autre message très clair à Vladimir Poutine. Vous savez qu'il a fait de la démilitarisation de l'Ukraine la condition sine qua non de toute forme de paix. La démilitarisation, ça veut dire qu'on n'a plus d'armée, on n'a plus d'armes. Au contraire, on renforce l'armée ukrainienne. Comment va réagir Moscou, du coup, là, avec ça? Alors, la réaction de Moscou, on peut l'écrire à l'avance. Je pense qu'elle est assez claire. On va dénoncer une escalade, on va dire que cette escalade ne restera pas sans réponse, et puis on va y voir une nouvelle preuve de ce qui est la logique inversée que défend Moscou depuis le début, c'est-à-dire que la Russie est en réalité agressée et elle ne fait que se défendre. Donc l'argumentaire, il est connu et pour le coup, il ne sera pas nouveau. Est-ce que c'est aussi un message qu'on envoie aux Américains? On est prêt à prendre la suite. Si vous vous désengagez, nos rafales sont là. Oui, j'en veux pour preuve au moins 2 points. D'une part, les messages de l'Élysée, ils sont formulés véritablement en cohérence et en congruence, disent-ils. Donc, c'est-à-dire pour s'aligner et venir compléter le désengagement américain, c'est-à-dire la condition posée par Donald Trump qui est d'accord pour continuer un soutien à condition que vous-même y continuez, l'Europe étant votre continent et Donald Trump ayant fait dans sa campagne de l'isolationnisme un élément très important. Donc il y a naturellement ce volet-là, mais il y a aussi un volet qui est destiné à rappeler que cette guerre doit s'arrêter, mais comme le disait Thierry Arnaud, elle ne s'arrêtera pas par une capitulation ukrainienne, et quand bien même il y aurait des concessions territoriales, on voit bien qu'il y a des avancées russes au Donbass, quand bien même il y aurait une discussion relancée sur les concessions territoriales, elle ne peut pas inclure, ces concessions ne peuvent pas inclure la démilitarisation, c'est-à-dire la neutralisation de l'Ukraine. Et l'Ukraine ne deviendra pas un pays neutre. L'Ukraine ne deviendra pas une province administrée par la Russie, ce ne sera pas la Suisse, ce ne sera pas non plus la Finlande, qui pendant des décennies a été neutre, c'est-à-dire pilotée par Moscou. Le format de la neutralité à laquelle pense Moscou, c'est quand même quelque chose de très particulier. En Finlande, les journaux, ici, à la télévision, si nous avions été finlandais pendant ces années-là, nous n'aurions pas pu parler de politique étrangère impliquant l'Union soviétique parce que ça aurait été jugé désagréable et provoquant par Moscou. Donc ça va très loin, la neutralité. D'accord, mais là, on donne un argument à Vladimir Poutine. Mais il n'a pas besoin d'arguments et c'est pour ça qu'on doit produire nous-mêmes notre politique et notre vision géopolitique. Il n'a aucune raison d'aller à une table de négociation après ça. Il est quand même... D'abord, il y a plusieurs éléments. C'est pour ça qu'il y a un affaiblissement recherché de l'effort de guerre russe. Donc, avec les États-Unis, les sanctions secondaires, les sanctions sur les 2 grandes compagnies pétrolières russes, Lukoil, Rosneft. Du côté européen, un effort marqué pour poursuivre, vous savez, cette flotte fantôme, ces pétroliers qui, sous pavillon panaméen, guyanais, continuent d'écumer les mers et de faire du transbordement de pétrole pour cacher l'origine. Donc, les Européens travaillent à ça. Les Américains ont pris ces sanctions. On veut affaiblir économiquement la Russie. Elle ne s'effondre pas, mais elle s'affaiblit, de manière à ce qu'elle aussi soit prête à des compromis. Pour le moment, les Russes
Russes ne sont pas prêts à des compromis. Ils ont gagné du temps, ils ont trompé Donald Trump. Ils gagnent un peu du terrain. Oui, ils gagnent du terrain à Pokrovsk, mais ça fait 18 mois que la bataille de Pokrovsk avec se beaucoup de poursuit. pertes humaines. Énormément. Il y a un signal également qui est intéressant, c'est que le Rafale a été réfléchi comme un avion de projection de puissance. Dans la marine, quand on est formé chef de mission, on est appelé chef de patrouille projection de puissance. Donc c'est un avion qui a vocation, qui a été réfléchi pour pouvoir aller chez l'ennemi et amener le feu chez l'ennemi. C'est un avion de combat, il faut le rappeler. Un avion de combat et de projection de puissance. C'est le meilleur qui a été... Forcément, si vous me demandez, mais ça dépend pour quelle mission. Et pour ce qui est de la pénétration en territoire ennemi, pour nous faire notre dissuasion nucléaire, ça fonctionne extrêmement bien et il faut s'en méfier. Donc à partir de là, quand les Ukrainiens s'intéressent au Rafale, c'est également montrer qu'ils s'intéressent à un avion qui, d'un point de vue autorisation, ne dépend que de l'autorisation des Français. Les Américains ne sont pas du tout dans la boucle décisionnelle sur l'utilisation qu'ils feront plus tard cette année. Juste un mot encore, pardon, mais de manière pratique sur le Rafale. Est-ce que ça veut dire que là, les Ukrainiens peuvent envoyer des pilotes en France pour commencer la formation, ou il vaut mieux que ça se passe là-bas? Comment ça se fait là? Comment est-ce qu'on procède? Généralement, ce qui se fait avec les clients export, on fait ce qu'on appelle du sous-texte, du soutien à l'export, et vous avez par exemple les mécaniciens, il ne faut pas les oublier, c'est souvent les grands oubliés, il n'y a pas d'avion qui vole sans une armée de mécaniciens, qui vont être formés en cours théorique en France et après qui vont profiter également de nos infrastructures. Et généralement, ce qui se passe, c'est l'État refacture ça aux clients ou aux industriels et donc on les retrouve à on ne peut pas leur donner déjà des Rafales, il n'y en a pas de disponibles? Alors, le chef d'état-major de l'armée de l'air a rappelé la semaine dernière qu'on était déjà un petit peu limite en termes de capacité. Ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, ce qui s'est fait, c'est nos capacités de défense qui ont un petit peu aidé ces contrats export. Là, à force de tirer un petit peu sur le gras, pas déshabiller l'armée à toucher l'os. L'armée française, mais je disais, le carnet de commande Dassault Aviation est plein. On fournit au Qatar, à l'Inde, Émirats Arabes Unis, la Grèce, la Croatie, la Serbie. Sans Rafale, ce serait le plus gros contrat à l'esport jamais conclu. Ça serait le plus grand. Et ce sera le dernier Rafale, dernier cri? Alors oui, justement, la question qui n'a pas encore été résolue, c'est ce qu'on appelle quel standard. Il est vraisemblable peut-être que ce sera le prochain standard. Le standard F5, il y a du temps devant, et donc on voit se mettre petit à petit effectivement toute cette chaîne de formation, d'entraînement. Donc c'est un élément essentiel pour notre industrie. Je rappelle que plus de 400 entreprises en France sont concernées par le programme Rafale. Un dernier mot quand même, parce que Volodymyr Zelensky, là, on l'a vu avec le président Macron. Il y a un message aussi qui arrive en Ukraine alors qu'il est touché par un énorme scandale de corruption, ce qui touche ses proches. Oui, il y a 100 millions de dollars de pots de vin qui ont été versés notamment à celui qui était un très proche de Volodymyr Zelensky, puisque c'était l'associé, le cofondateur de sa société de production audiovisuelle. Il est aujourd'hui en fuite. Il a été dessaisi de la nationalité ukrainienne et ses avoirs ont été saisis. 2 ministres ont été congédiés. Volodymyr Zelensky a annoncé la refonte complète de l'organisation de la filière énergétique en Ukraine. Il faut simplement dire très rapidement que la corruption en Ukraine, c'est un très vieux sujet. On sait que c'est un pays qui a des pratiques douteuses assez généralisées, singulièrement dans ses contrats publics. Manifestement, Volodymyr Zelensky n'a pas réussi à tout nettoyer, si j'ose dire, mais il sait que c'est fondamental pour lui pour continuer à recevoir le soutien des Européens et puis aussi... Et avant qu'on signe un contrat. Avant qu'on signe un contrat, bien sûr, et aussi pour pouvoir continuer sa progression vers l'adhésion à l'Union européenne, tout à fait. Merci à tous.